Bonjour à toutes et tous, alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce cours de première spécialité sur la spectroscopie infrarouge. Alors c'est un cours qui vient en complément de celui sur les molécules organiques. Donc au cours de ce cours on va voir qu'est-ce que c'est que la spectroscopie, à quoi ça sert. Ensuite on regardera vraiment précisément ce que c'est que la spectroscopie infrarouge, comment ça fonctionne. Et puis on essaiera de voir vraiment quelles sont les informations qu'un spectre infrarouge peut donner et que contient un spectre infrarouge. Alors la spectroscopie, c'est une technique d'analyse des molécules organiques. Alors c'est très important parce que les molécules organiques, on les trouve partout, dans les médicaments, produits phytosanitaires, etc., etc. Donc par exemple, l'octane, c'est une molécule organique, hein, on trouve ça dans l'essence, la caféine, substance psychoactive, qui est une molécule organique également. Un serial killer, le cholestérol impliqué dans les maladies cardiovasculaires, la vanilline qui est un arôme très célèbre, et puis un petit peu la star du moment, le propane de Hall, qu'on trouve dans les gels hydroalcooliques. Et donc la spectroscopie va permettre d'obtenir des informations sur ces différentes molécules. Alors en fait, il existe de nombreux types de spectroscopie. À vrai dire, pour chaque domaine du spectre électromagnétique, on va trouver une technique de spectroscopie. Donc, par exemple, on a déjà vu la spectroscopie ultraviolet visible qui utilise cette partie du spectre électromagnétique, des photons ultraviolets ou visibles, et qui permet de faire des dosages. On utilise le fait que plus la substance est concentrée dans un milieu, plus les molécules vont absorber le rayonnement, et ça permettra comme ça de remonter à leur concentration. Une autre technique très utilisée qu'on revoit en terminale, c'est la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, qui permet de faire une analyse structurale, c'est-à-dire de déterminer le squelette carboné, par exemple, d'une molécule. Donc technique très pointue qui donne beaucoup d'informations, mais qui nécessite un appareillage très coûteux. Et puis enfin, la spectroscopie infrarouge, donc on va s'intéresser à ça aujourd'hui, et qui permet l'identification de groupes caractéristiques, et grâce à ça, de déterminer à quelle famille chimique appartient une molécule. Alors on va regarder un peu plus près le principe de cette spectroscopie infrarouge. Donc la plupart des spectroscopies sont basées sur l'interaction entre des rayonnements électromagnétiques, on en a parlé, et la matière. Alors les rayonnements électromagnétiques peuvent être assimilés à la fois à des ondes électromagnétiques, et à des photons, des corpuscules élémentaires qui transportent des quantums d'énergie. Voilà, alors on va essayer d'illustrer de manière assez intuitive la manière dont s'opère l'interaction entre une onde et la matière. Et donc pour cela, on va utiliser un objet très couramment employé, un verre. Bon, alors vous faites attention, l'idée c'est pas d'abîmer le service en cristal de la grand-mère. Je vais juste taper un tout petit peu ce verre. Voilà, ça me permet d'entendre à quelle note il résonne. Et puis je vais chanter, c'est-à-dire générer une onde sonore juste à côté du verre. Ah, ah, ah. Voilà, là on peut entendre quelque chose. Je vais chanter la note à l'octave plus aiguë. Ah, 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 ah. Alors ce qui se passe en fait, c'est que le verre va résonner lorsqu'on le met en contact avec une onde qui a la bonne fréquence. Le verre est capable de résonner à une certaine fréquence, donc cette fréquence dépend des dimensions de ce verre, de ses caractéristiques, de la matière avec laquelle il est composé. On parle de fréquence de résonance. Si j'envoie une onde sonore qui n'a pas la bonne fréquence, le verre ne peut pas interagir avec, donc il ne se passe rien du tout. Si par contre j'envoie une onde sonore au contact de ce verre et que j'envoie une onde qui a la fréquence de résonance, eh bien le verre est capable d'interagir avec l'onde, d'amplifier l'onde sonore, de générer à nouveau l'onde sonore avec laquelle il a été en contact. Bref, on dit qu'il résonne. Et donc là, il se passe quelque chose d'assez fort à ce moment-là.
Dans le cadre de la spectroscopie infrarouge, ce qui va vibrer, ce n'est pas le verre bien sûr. Il s'agit des molécules qui vont être en contact avec des ondes électromagnétiques, voilà, du rayonnement. Et donc dans le cadre du verre, on a vu qu'il y avait vibration du verre lorsqu'il recevait une onde sonore qui avait une fréquence adaptée, fréquence de résonance. Dans le cadre des molécules, eh bien, la molécule va pouvoir vibrer lorsqu'elle reçoit des photons associés à des ondes qui ont la bonne longueur d'onde ou la bonne fréquence ou bien ce qu'on appelle le même nombre d'ondes. On va voir ce que c'est. Alors le nombre d'ondes, très utilisé en spectroscopie, c'est simplement l'inverse de la longueur d'onde. Alors pour rappel, la longueur d'onde d'un rayonnement électromagnétique, lambda, c'est égal à la célérité de la lumière divisée par la fréquence. La célérité de la lumière étant une constante fondamentale de la physique, donc qui a toujours la même valeur. Et donc cette longueur d'onde, c'est l'inverse du nombre d'ondes. Les spectroscopistes utilisent beaucoup ce nombre d'ondes. Voilà, alors sous l'effet de photons qui ont des nombres d'ondes adéquates, on peut avoir une mise en vibration de certaines liaisons de la molécule qui vont se mettre à vibrer comme des ressorts. Là par exemple pour la molécule d'eau, on voit que lorsque les photons ont exactement ces nombres d'ondes là, ça induit, ça génère des vibrations de la molécule ou parfois une mise en rotation dans d'autres circonstances. Par contre si les photons n'ont pas ces longueurs d'onde là ou pas ces nombres d'ondes là, eh bien on n'observe pas de vibration, le rayonnement ne sera pas absorbé. Alors le principe d'un spectromètre infrarouge est le suivant. On dispose d'une source infrarouge, une source de lumière infrarouge. Donc là je l'ai dessiné en rouge, bien sûr le rayonnement infrarouge est invisible. Et donc le faisceau qui est envoyé par cette source infrarouge est divisé en deux portions égales. Une première partie qui est envoyée directement en direction d'un détecteur. Et une deuxième partie, on a séparé vraiment en deux portions rigoureusement égales, donc de même intensité au départ, qui est envoyée sur l'échantillon à analyser. Et si les photons contenus dans ce faisceau ont un nombre d'ondes qui correspond au nombre d'ondes de vibration des molécules contenues dans l'échantillon, et bien dans ce cas-là, une partie du rayonnement est absorbée, et c'est pourquoi j'ai indiqué ici un faisceau moins coloré au niveau de l'entrée ici. Et donc le détecteur va comparer les deux faisceaux, l'intensité des deux faisceaux, intensité I0 de référence et intensité I du faisceau qui est passé à travers l'échantillon. Il y a un dispositif électronique qui calcule le rapport entre les deux intensités et qui détermine ce qu'on appelle la transmittance. Donc si le faisceau n'est pas du tout absorbé parce qu'on est au niveau d'un nombre d'ondes pour lequel les molécules n'absorbent pas, et bien dans ce cas-là, l'intensité I est égale à l'intensité I0, la transmittance vaut 1 ou bien 100%, pas d'absorption. Si au contraire, on est sur un nombre d'ondes pour lequel il y a absorption, et bien dans ce cas-là, l'intensité I sera plus faible que I0 et on a des valeurs de transmittance de l'ordre de 50%, 20%, etc. etc. Donc voilà, l'appareil effectue un scan sur une large gamme de nombres d'ondes et détermine la transmittance pour chacune de ces valeurs de nombre d'ondes. Puis ensuite, de manière automatique, il imprime le spectre infrarouge et on va étudier justement les caractéristiques de ce spectre. Alors sur un spectre infrarouge, vous avez en abscisse le nombre d'ondes. Je vous rappelle, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc sur les spectres traditionnels, on a des graduations qui vont de 4000 cm-1 à 500 cm-1. C'est gradué de façon décroissante et l'échelle, vous remarquerez, n'est pas forcément linéaire. Et puis en ordonnée, on a le degré d'absorption du rayonnement, c'est-à-dire la transmittance, qui est exprimée en pourcents. Alors chose importante, quand la transmittance, c'est le cas ici, est très voisine de 100%, ça veut dire que la matière n'a quasiment pas absorbé le rayonnement. Et puis à d'autres endroits, comme ici par exemple, on remarque qu'il y a une transmittance très faible, ça veut dire que là, il y a eu une interaction très forte entre le rayonnement et la matière. Je vous rappelle, le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde, et la transmittance, c'est le rapport entre I et I0, intensité de référence. Alors sur un spectre, on va distinguer deux zones. Une zone qui correspond à des nombres d'ondes plus petits que 1500 cm-1, on appelle ça l'empreinte digitale de la molécule. C'est souvent une zone où il y a énormément de pics, énormément de bandes d'absorbance.
de bande d'absorption, pardon. Et sur cette zone-là, eh bien, chaque molécule aura vraiment une caractéristique, une empreinte digitale en fait, qui lui est propre. Ça peut permettre de distinguer deux molécules. Et puis sur l'autre zone, on a des bandes qui sont très reproductibles, même si les molécules sont différentes. Pour peu qu'elles possèdent le même groupe caractéristique, elles vont avoir des bandes d'absorption sensiblement au niveau des mêmes zones de nombre d'ondes. Donc toute cette zone-là, c'est la zone avec des bandes d'absorption très intéressantes qui vont permettre de déterminer les groupes caractéristiques. Alors ici on a identifié une bande aux alentours, avec un nombre d'ondes aux alentours de 1700 cm-1. Donc ça c'est caractéristique des doubles liaisons carbone-oxygène, donc présentes dans les aldéhydes, présentes dans les cétones. Alors ça, ce tableau-là, c'est un tableau très simplifié. Faut savoir qu'il existe énormément de bandes d'absorption à des nombres d'ondes très spécifiques, suivant le type de liaison qu'on est en train de regarder, et ça peut permettre de déterminer par exemple des liaisons qui sont présentes dans les alcools, des liaisons qui sont présentes dans les nitriles, dans les halènes. Tout ça, ce sont des composés organiques bien spécifiques. Donc voilà, il existe un très grand nombre d'ondes à connaître. En classe de première spécialité, on va s'intéresser seulement à certaines de ces valeurs seulement, et aux fonctions associées à cela. Donc on vient de voir le nombre d'ondes caractéristiques des doubles liaisons CO, voilà, présent dans les carbonyles. Donc ça, c'était le spectre de la pentane de On, et donc on voit cette bande très caractéristique des cétones. Une autre bande qu'on retrouve quasiment tout le temps, c'est une bande liée à l'élongation des liaisons carbone-hydrogène. Et comme dans toutes les molécules organiques, il y a du carbone et de l'hydrogène, on retrouve cette bande-là, mais elle n'est pas très informative cependant. Donc toujours le spectre de la pentane de On. Là, on a un spectre qui présente une très large bande d'intensité importante, aux alentours de 3200-3300 cm-1, ça c'est très caractéristique des liaisons oxygène-hydrogène présentes dans les alcools, un groupe hydroxy présent dans les alcools. Et ça, effectivement, c'est logique puisque c'était le spectre d'absorption du pentane de Hall. Donc voilà, cette liaison-là vibre et cela correspond à cette grande bande d'absorption. Voilà, enfin cette stratégie-là, cette technique peut être utilisée pour étudier l'avancement d'une synthèse organique. Donc on va prendre l'exemple justement de la synthèse de la pentane de On, c'est une cétone, à partir du pentane de Hall, un alcool. Donc, il s'agit d'une oxydation ménagée, le squelette carboné reste le même, cependant on a changé le groupe caractéristique de la molécule. Alors attention, ça c'est pas une équation de réaction, c'est juste un schéma bilan qui permet de bien voir le réactif principal et le produit principal de cette synthèse. Alors on va voir justement comment peut être modifié au cours du temps à mesure que la réaction avance et que la conversion s'effectue pour passer du réactif au produit, comment est modifié le spectre au fur et à mesure. Alors on va se focaliser uniquement sur la partie où il y a les bandes caractéristiques des liaisons mises en jeu. On remarque qu'à mesure que la réaction avance, là on a une quantité de cétones de plus en plus importante, et bien la bande caractéristique des cétones est devenue de plus en plus grande. Et puis à l'inverse, on a une disparition totale de la bande caractéristique des alcools. Allez, un dernier point, alors lors des synthèses chimiques, les transformations mises en jeu peuvent être très longues, ça peut durer 3 heures, 4 heures, donc généralement les chimistes font des analyses au cours de la transformation, des analyses régulières. Alors il est possible que si on fait une analyse en cours de route et qu'on obtient ce spectre infrarouge là, on peut obtenir un spectre infrarouge assez rapidement, et bien on s'aperçoit qu'il y a encore un petit peu de la bande qui est présente, la bande des liaisons OH, et donc ça c'est la preuve que la réaction n'a pas été à son terme et qu'il faut poursuivre la synthèse. Donc c'est un moyen, ces analyses intermédiaires, c'est un moyen pour le chimiste de vérifier si la synthèse est terminée ou pas. Et si c'est pas terminé, de poursuivre le chauffage dans le montage à reflux pendant 1, 2, 3 heures supplémentaires.
Voilà, en conclusion, la spectroscopie infrarouge, c'est une technique basée sur l'interaction entre un rayonnement infrarouge et la matière. C'est une technique très intéressante puisqu'elle permet d'identifier la présence de certaines liaisons dans une molécule et donc de trouver quels sont les groupes caractéristiques présents dans cette molécule. Donc notamment lorsqu'on a une bande caractéristique pour un nombre d'ondes déterminé. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.